Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est consacrée aux œuvres japonisantes de Lucien Gaillard. Et par japonisantes, je veux dire les créations de conception française avec des emprunts significatifs à l'art japonais. Le mot japonisant fait référence à l'occidentalisation des motifs, des usages et des fonctions. Lucien Gaillard est un orfèvre et joaillier français dont les créations japonisantes ont marqué l'Art nouveau. Il naît à Paris en 1861 et va être formé à l'orfèvrerie dans l'atelier de son père. Lucien représente la 4e génération de cette lignée de bijoutiers. Très vite, il va montrer des compétences qui vont l'amener à être primé pour ses créations. En 1878, il succède à son père dans la gestion de l'entreprise familiale. Il va développer son art en s'inspirant de l'esthétique japonaise, très en vogue à l'époque, de par le japonisme. Il est notamment influencé par le japonisme de René Lalique. Cette influence japonaise dans l'art du bijou est notamment due à l'impact qu'a eu les différentes expositions universelles parisiennes depuis 1867 qui ont largement permis la diffusion de l'art japonais en Occident. Pour en revenir à Gaillard, il pousse ses recherches techniques très loin et développe des savoir-faire japonais ancestraux. Ses productions originales seront saluées par la critique et récompensées. À l'aube de la Première Guerre mondiale, l'art nouveau n'est plus tellement en vogue et la maison Gaillard tombe en désuétude. J'évoquerai plus en détail d'autres éléments de sa vie et de sa carrière tout au long de cette vidéo. Après ces éléments biographiques, j'aimerais dire quelques mots sur l'Art nouveau, mouvement dans lequel s'inscrit Lucien Gaillard. C'est un mouvement européen qui naît dans les années 1890 et prend fin avec le début de la Première Guerre mondiale. L'Art nouveau, comme son nom l'indique, tend vers une volonté de modernité. C'est sous l'impulsion d'une nouvelle bourgeoisie que voit le jour l'Art nouveau. Un style résolument novateur apparaît alors et son esthétique se développe autour des formes courbes, d'une image idéalisée de la femme, notamment avec des enroulements de cheveux, et des motifs végétaux. Parfois, on retrouve certains emprunts japonisants dans ce mouvement. Ici, j'ai mis 2 exemples illustrant l'esthétique propre à l'Art nouveau, avec une affiche de Murat et une façade d'un immeuble parisien du 7e arrondissement. La question à laquelle je tenterai de répondre tout au long de cette vidéo sera la suivante. En quoi Lucien Gaillard, par son approche artistique fortement empreinte de japonisme, peut-il être considéré comme un orfèvre et bijoutier tout à fait singulier ? Dans une première partie, je vous montrerai qu'est-ce qui constitue les fondements du style Gaillard, puis une seconde partie sera l'occasion de voir qu'est-ce qui constitue l'essence même du style Gaillard. Cette vidéo traitera en majorité des objets produits par Gaillard entre 1900 et 1910, puisque c'est durant cette période qu'il a été le plus prolifique et où il a connu un grand succès. À cette occasion, j'en profite pour rappeler le contexte de regain d'intérêt pour l'art japonais à partir de 1900. Je vous montrerai une large gamme de ses créations, mais j'insisterai davantage sur ses peignes en corne pour lesquels il a été connu et qui ont fait sa renommée. Dès 1912, Gaillard déclare que, je cite, « Je n'ai jamais perdu de vue les maîtres anciens et modernes, Lalique surtout, dont j'admire la virtuosité et la largeur d'idées. » Cette citation nous indique la véritable inspiration qu'a constitué le travail de Lalique sur l'œuvre de Gaillard. De plus, on sait que Gaillard et Lalique ont travaillé dans les mêmes sphères artistiques à Paris, liées à l'art nouveau. Les 2 hommes ont une passion commune, l'art japonais. Il faut rappeler que Gaillard et Lalique sont de la même génération. Lalique est né en effet en 1860 et Gaillard 1 an plus tard en 61. Dans cette partie, il s'agira donc de comparer les travaux japonisants de Lalique et Gaillard. Ici, j'ai voulu faire un parallèle entre les peignes japonais qui sont aujourd'hui conservés au musée Kushi et Kanzashi de Tokyo et les productions postérieures de Lalique et de Gaillard. Les peignes japonais à gauche sont en majorité datés de la période d'Edo, donc entre 1600 et 1868. Ils sont réalisés dans des matières organiques, comme de l'écaille de tortue par exemple. Sur l'estampe de Utamaro, on retrouve cette thématique de l'accessoire de cheveux. Au Japon, on appelle kushi les peignes et kanzashi les épingles à cheveux. En 1867, le Japon participe pour la première fois à une exposition universelle en France.
S'initie alors un véritable engouement autour de la culture et de l'art japonais. Théodore Duret, figure importante du japonisme de cette période, va publier dans Le Japon artistique, revue dirigée par Siegfried Bing, un autre grand nom du japonisme en France, un article sur les peignes japonais en 1890. J'ai mis ici quelques pages de cet article à droite de cette slide. Dans ce texte, Duret retrace l'histoire des peignes japonais. Ce texte met en avant l'intérêt porté dès les années 1890 à cet objet venu d'Extrême-Orient. Dès 1897, Lalique s'empare de cette typologie d'objets et se met à réaliser des peignes d'inspiration japonaise. Il reprend les codes esthétiques japonais, l'iconographie, les matériaux organiques et initie en France un goût nouveau pour le peigne ornemental qui devient un véritable bijou. Peu après, d'autres emboîteront le pas à Lalique concernant cette vogue du peigne, parmi eux Lucien Gaillard qui va se spécialiser dans la conception de peignes japonisants. Toutefois, Gaillard va très vite se distinguer des autres bijoutiers et notamment de Lalique dans sa création de peignes. Tout d'abord, à contrario de Lalique, il ne représente jamais de paysage sur les décors de ses peignes qui sont beaucoup plus sobres dans leurs décors. Sa production de peignes reprend des éléments de la faune et de la flore qu'il retranscrit littéralement dans la corne, comme avec le peigne sycomore présenté ici. Il fait preuve d'une économie de moyens qui le distingue de ses confrères. Le japonisme de Gaillard se traduit par son appropriation du répertoire iconographique nippon. Il retranscrit en adaptant sur ses peignes des motifs tirés de l'estampe japonaise de l'ukiyo-e. Contrairement au service Bracquemont-Rousseau, nous ne sommes pas face à une citation directe d'une estampe, mais plus face à une inspiration et une réinterprétation. On ne sait pas d'ailleurs quelle a été sa source principale d'inspiration concernant ces motifs. J'ai mis ici à gauche un diaporama d'un recueil d'estampes d'une graveuse japonaise nommée Keika Hasegawa, qui a publié en 1893 un recueil en 3 volumes sur le thème des chrysanthèmes. J'ai choisi ces estampes à titre indicatif pour illustrer cette empreinte de Gaillard à l'iconographie nippone, notamment sur cette thématique du chrysanthème qui est une fleur emblématique du Japon, dont la symbolique est très forte là-bas. Toutefois, Gaillard se détache de cet aspect symbolique et ne retient que l'aspect esthétique et décoratif de la fleur qui est introduite en France au XIXe siècle. Sur son peigne au chrysanthème de 1904, aujourd'hui conservé au musée d'Orsay, il réalise un travail très fin dans la ciselure du décor floral du peigne et incruste des opales qui viennent discrètement ajouter un peu plus de préciosité à cet objet délicat. Sur son peigne Ginkgo biloba, l'approche est la même. La plante est originaire d'Asie. Il la transpose dans son peigne et ajoute une perle qui fait de l'objet un bijou à part entière. Ici, j'ai voulu montrer l'empreinte de Gaillard au thème de la libellule, qui est un thème très cher à l'iconographie nippone et qui va vraiment inspirer les artistes et bijoutiers qui s'inscrivent dans le mouvement de l'Art nouveau. Pour illustrer ce propos, j'ai mis quelques pages de la traduction en français de poèmes japonais sur cette thématique de la libellule, traduction faite par Judith Gauthier et publiée en 1885. Cela montre bien cet engouement autour de l'insecte qui était jusqu'alors peu ou pas représenté en art occidental, car aucune symbolique ne lui était attachée. La physionomie de l'insecte permet aux artistes de réaliser des compositions très intéressantes. Dans cette slide, j'ai aussi fait le parallèle entre l'iconographie japonaise à gauche et la retranscription en France à droite. À gauche, on retrouve une estampe de Utamaro qui représente une libellule volant au-dessus de fleurs de pavot. Ce thème de la libellule est aussi présent sur les inro, ces petites boîtes attachées à la taille faisant office de poche au Japon. Je souhaite faire le rapprochement entre ces objets japonais et le flacon de parfum Les Sylvies, réalisé par Gaillard pour la maison Violet, qui reprend cette forme des inro et le décor des libellules. De plus, même la typographie des inscriptions présentes sur le parfum reprend les codes de l'esthétique des idéogrammes japonais. Voici un autre objet de Gaillard qui emprunte cette thématique de la libellule. Il s'agit d'un étui à cigarette. Là encore, le décor est très sobre. La libellule discrète orne le coin supérieur droit du précieux étui. J'ai voulu faire le parallèle entre la sobriété du décor de Gaillard concernant cet objet
et l'ostentation dont fait preuve Lalique concernant la broche libellule qu'il a réalisée. La préciosité est plus grande dans les objets de Lalique que dans ceux de Gaillard. Le chromatisme est plus assumé et les pierreries ont une place plus importante dans la composition. On sait que Lucien Gaillard employait près de 80 ouvriers en 1900, ce qui nous renseigne sur l'importance de son entreprise de bijouterie-orfèvrerie. 1900 est aussi une année importante dans la vie de Lucien Gaillard, car il obtient le Grand Prix lors de l'exposition universelle dans la section bijouterie-joaillerie. Une telle récompense permet de mieux saisir la renommée qu'avait Lucien Gaillard à son époque. Cette année-là, il accueille dans son atelier parisien quelques artisans japonais spécialistes de la gravure, du lac ou du bijou. Pour citer un exemple, on peut évoquer Seizo Sugawara, maître laqueur japonais qui a notamment collaboré avec Eileen Gray. Ces artisans nippons lui ont transmis certains savoir-faire ancestraux venus de l'archipel nippon, comme le shakudo, qui est un alliage particulier de cuivre avec un taux d'or s'élevant entre 3 et 5%. On peut aussi parler du shabuichi, un autre alliage de cuivre, mais cette fois comprenant un quart d'argent. Au contact de ces artisans nippons, les créations de Gaillard se patinent, les couleurs changent de par de ces nouveaux alliages et son œuvre tend de plus en plus vers une esthétique japonaise, qui elle-même se distingue de la conception française en allant vers une acceptation des hasards de la technique. Il va consigner dans plusieurs traités toutes ses recherches et avancées techniques. Cette introduction en France de nouvelles techniques japonaises sera saluée par la critique. Je cite « Chacune de ces œuvres se distingue des autres par un aspect, une couleur particulière, qui l'isole en quelque sorte. L'impression qui se dégage tout d'abord, c'est un caractère de japonisme incontestable. Non pas que rien n'ait été copié des Japonais, mais les procédés, les alliages, les interprétations d'éléments naturels dérivent d'un parti pris identique à celui où sont passés maîtres les incomparables artistes de l'Extrême-Orient. On salue donc son approche originale en bijouterie. J'ai mis ici quelques objets que je trouve intéressants pour illustrer cette partie sur les techniques japonaises développées par Gaillard. On retrouve toujours cette iconographie japonaise tirée des éléments assez banals de la nature. On a le vase chou, le vase chauve-souris, le vase jonquille, la boîte feuille d'érable. On voit ici toute l'influence de l'art japonais dans l'art de Gaillard, notamment dans le rendu plastique avec des nuances tout à fait singulières dues aux nouveaux alliages cités précédemment. Je veux aussi évoquer le vase fleur de jonquille, ici au milieu, conservé au musée des arts plastiques de Francfort, qui a été réalisé en collaboration avec la manufacture de Sèvres. Et cette collaboration nous renseigne sur le fait que Gaillard était un bijoutier et orfèvre reconnu, travaillant avec une des plus grandes manufactures de porcelaine en France, si ce n'est la plus grande. La création de Gaillard, qui va sans doute être le point d'orgue de ses recherches en matière de technique japonaise, c'est ce peigne sauterelle ailé de 1903 qui ne nous est malheureusement pas parvenu. Mais d'après la critique, je cite, « Les ailes inférieures sont entièrement en shakudo émaillé. Or, ce travail présente des difficultés telles qu'au Japon même, malgré l'habileté extraordinaire de leurs artisans, jamais on n'est parvenu à obtenir de l'émail directement sur le shakudo. » C'est M. Tadamasa Hayashi qui nous l'a déclaré. Ici, Gaillard, par la virtuosité de sa technique, est parvenu à créer un objet en alliant deux procédés que même les Japonais n'avaient pas conçus, et ce constat est fait par un expert en matière d'art japonais, à savoir Hayashi Tadamasa, qui, je le rappelle, était un marchand d'art japonais et commissaire de la section japonaise aux expositions universelles organisées à Paris. L'année suivante, Gaillard remporte le premier prix au Salon de la Société des artistes français, couronnant de succès toutes ses avancées techniques en matière de bijouterie et d'orfèvrerie. On peut encore voir ici une inspiration vis-à-vis de l'iconographie nippone, mais ce n'est pas le sujet de mon propos dans cette partie. En effet, je vais essayer de vous montrer ici que Gaillard va encore plus loin puisqu'il s'approprie certains codes très particuliers propres à l'esthétique nippone. Je souhaite faire le parallèle entre ces objets et certains concepts esthético-philosophiques japonais. Tout d'abord, le wabi-sabi.
Myriam Tolomé le définit comme, je cite, « l'essence même de l'esthétique japonaise ». Ce concept illustre les notions clés de l'esthétisme japonais. Le wabi ou la simplicité tranquille, le sabi ou la patine de l'âge. Ensuite, nous avons le mono no aware. Donald Ricci en donne la définition suivante, je cite, « qualité légèrement agréable et triste, telle que perçue par un observateur sensible à la nature éphémère de l'existence ». Enfin, le kintsugi, c'est une technique japonaise qui traduit plastiquement ces deux concepts. Cette technique consiste à réparer une céramique cassée à l'aide d'or. Ainsi, les fêlures sont mises en valeur par ce métal précieux. C'est une interprétation personnelle, mais on peut voir dans certaines pièces signées Lucien Gaillard des représentations de végétaux comme rongés par le temps ou par les insectes. Par exemple ici, avec ce peigne aubépine, dont le pourtour des trous formé est doré, d'où mon parallèle avec la technique du kintsugi. Par cette approche plastique très chargée symboliquement et par son style résolument minimal et épuré, par la sobriété des décors et des coloris, Gaillard se rapproche nettement plus de l'esthétique japonaise que n'importe lequel de ses confrères joailliers bijoutiers, comme par exemple Georges Fouquet, Eugène Feuillatre, René Lalique, Henri Duret ou encore la maison Vévert, dont j'ai mis quelques exemples de bijoux dans ce cercle au milieu. Leur approche japonisante semble bien plus anecdotique. En effet, bien qu'il puisse y avoir une certaine inspiration de l'art japonais, notamment dans l'iconographie liée à la nature, le rendu est plus ostentatoire de par les matériaux précieux plus largement employés. La place des pierreries est nettement différente dans les compositions de Gaillard et dans celles de ses confrères. Par exemple, dans le peigne pommier, les diamants constituant les étamines sont très discrets dans la composition d'ensemble en comparaison avec les bijoux que je vous ai encerclés ici, où la pierrerie est un élément central de la composition. D'ailleurs, dans l'art du bijou japonais, les pierreries sont peu présentes, voire inexistantes, et cela est dû aux minerais assez pauvres de l'archipel nippon. De plus, dans l'ensemble, on constate un chromatisme beaucoup plus vif chez ces bijoutiers, les éloignant un peu plus de l'esthétique japonaise. Bien que n'étant pas le précurseur du japonisme dans l'art du bijou, Gaillard est néanmoins l'unique bijoutier français qui est parvenu à retranscrire l'essence de l'art japonais au travers de ses nombreuses créations. Il a su se démarquer des autres bijoutiers, et notamment de Lalique, par son interprétation de l'art japonais qui lui était tout à fait singulière. La virtuosité de sa retranscription de l'art japonais en bijouterie et en orfèvrerie a été saluée par ses contemporains. D'ailleurs, de son temps, il a été considéré comme un artiste en vogue et novateur. Je souhaiterais terminer cette vidéo par une citation de 1902 parue dans la revue Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, qui illustre parfaitement la singularité de Gaillard. Je cite, « Est intéressante la vitrine de Monsieur Gaillard. Sommes-nous ici en présence d'un orfèvre ? Pas précisément. Ce n'est davantage un bijoutier. C'est tous les deux et aussi un fondeur, un métallurgiste, un émailleur, un ivoirier et un lapidaire. » Gaillard était donc beaucoup de choses à la fois. Une chose est sûre, il a su par l'originalité de son approche esthétique japonisante marquer son temps. Malgré cela, l'engouement pour l'art nouveau et le japonisme s'essouffle peu à peu et son œuvre est assez vite tombée en désuétude. Je vous remercie pour votre écoute et espère que cette vidéo sur Lucien Gaillard vous aura plu. Voici maintenant la bibliographie sur laquelle je me suis appuyée pour réaliser mon travail.